Alors, c'est toujours terrible, ces histoires d'injustice, être accusé à tort. Il n'y a rien de pire, quoi. Ben, en fait, c'est vraiment enfin, pour des gens comme moi lorsque l'on est plongé dans ce milieu-là, c'est le cauchemar absolu. C'est l'angoisse même absolue parce qu'il nous arrive de croiser des gens à qui c'est arrivé. Et on se rend compte qu'il suffit d'un rien pour que la machine judiciaire s'emballe. Souvent d'ailleurs, plus l'affaire est sensationnelle, plus elle est relayée par les médias, plus il existe, il ne faut pas l'oublier, une pression sur les services enquêteurs où on leur dit il faut trouver tout de suite. Finalement, l'histoire de Michel, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation? Parce qu'il avait la relation qu'il avait avec la victime et parce que c'est le dernier à avoir eu un contact avec elle. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un peu léger quand même pour l'accuser immédiatement, mais il y a cette pression qui s'opère. Et puis la deuxième chose qu'il faut dire et qui est notable dans l'histoire de Michel, c'est les conditions du déroulement de la garde à vue. Cette espèce d'obsession de certains services enquêteurs que d'avoir des aveux d'une personne, quel qu'en soit le coût, finalement à n'importe quel prix. Et on se rend compte... N'importe qui serait capable d'avouer quelque chose qu'il n'a pas commis face Regardez à cette Michel, pression. c'est un garçon qui a l'air parfaitement équilibré, il n'a pas 18 ans, il a vécu, il a une certaine expérience de la vie. Rien, a priori, ne laisse à penser que c'est un garçon particulièrement faible, ce n'est pas le cas. Et pourtant... lui qui sait pertinemment qu'il n'a absolument pas commis ces faits, va les avouer. Ça nous donne une idée, on ne peut pas l'imaginer, mais ça nous donne quand même une idée de la pression dans laquelle se retrouve une personne gardée à vue. Vous savez, si du jour au lendemain, alors que ça ne vous est jamais arrivé, on vous dit maintenant c'est moi qui décide quand tu vas boire, quand tu vas manger, quand tu vas dormir, quand tu vas parler, quand tu vas te taire, c'est vraiment une pression absolument incroyable. Et j'allais dire que plus on est extérieur à la criminalité et plus c'est compliqué à vivre. Vous savez, quelqu'un qui est fiché au grand banditisme, qui fait 3 gardes à vue par mois, pour lui, il l'a fait sur un pied, comme on dit. Mais pour des gens qui sont des honnêtes gens, c'est véritablement une épreuve très très lourde. Ce que je note enfin, c'est que l'histoire de Michel nous enseigne qu'il y a une assistance d'avocats en garde à vue. Par pitié, prenez des avocats expérimentés, prenez des avocats pénalistes, dont c'est le métier, parce qu'il y a... dans mon métier d'avocat, des centaines de métiers différents. Et je sais que, et c'est normal que les jeunes avocats commencent à faire leurs armes dans ces conditions-là, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais conseiller à un client. Vous ne connaissez rien d'une affaire, il faut se rappeler que quand un avocat arrive en garde à vue, il n'a pas accès au dossier. Comment est-ce que je vais pouvoir conseiller à mon client d'avouer des faits sur la seule base de la discussion que j'ai eue dans le couloir pendant 3 minutes avec 2 officiers de police judiciaire? C'est très compliqué. Il ne faut surtout pas prendre ce genre de risque. On voit les dégâts que ça peut causer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que encore faut-il... Je vais vous dire, c'est très simple. Tant qu'on sera dans notre système où l'avocat n'a toujours pas accès au dossier au moment où il intervient près de son client en garde à vue, le conseil le plus simple à dire, c'est vous gardez le silence. Vous gardez le silence. Tant que nous n'aurons pas eu accès au dossier et aux éléments qui sont à charge contre vous pour pouvoir les discuter, à quoi bon? Sauf que, d'après ce qu'on comprend, les méthodes sont parfois un peu musclées, c'est ce que vous avez dit. Sûr. On vous empêche de dormir, on vous empêche de manger, des petites claques parfois qui tombent un peu trop souvent. Pas facile de garder le silence. C'est véritablement une épreuve dont on n'imagine pas d'ailleurs l'ampleur. que ce soit possible de laisser des représentants des forces de l'ordre se comporter comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire de Michel est en 2011 et que je crois qu'à l'époque, on n'est pas encore en assistance en garde à vue pendant les interrogatoires. C'est arrivé quand ça? Ça a 2012. été décidé quand? C'est 2012. Ouais. À ce moment-là, l'avocat intervient, il a droit à un entretien d'une demi-heure confidentiel avec son client et après, il s'en va. Donc on en était encore aux anciennes méthodes d'interrogatoire où il y avait de la déstabilisation, de la pression. Alors qu'aujourd'hui, l'avocat peut rester toute la durée de la garde à vue? Comment ça se passe? Aujourd'hui, l'avocat est présent pendant tous les interrogatoires. Ça veut dire qu'au lieu que l'officier de police judiciaire soit finalement seul maître du moment où il va interroger la personne, je vous donne un exemple. On l'interroge jusqu'à 11h du soir, c'est bon, on le met en cellule et puis on se verra demain matin. Puis à 3h du matin, on le lève, on l'interroge, on lui pose 3 questions, on le recouche, puis à 4h30, on le relève. Enfin, tout ça ne peut plus exister parce qu'il faudrait à chaque fois appeler l'avocat pour lui dire de venir. Et si l'avocat considère que ces méthodes sont en dehors de ce qui peut être acceptable sur le plan au regard ne serait-ce que du droit européen et de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est plus faisable. Donc aujourd'hui, quelque part, finalement, l'avancée législative fait que ces histoires-là
a priori, ne devrait plus pouvoir exister. Dernière chose, plus vous êtes innocent, plus vous avez besoin d'un avocat en garde à vue, je serais tenté de dire. Parce que c'est exactement le discours inverse qu'on vous sert. On vous dit, vous avez besoin d'un avocat, vous avez quelque chose à vous reprocher? Ouais. Non, c'est justement parce que j'ai rien à me reprocher que j'ai besoin d'un avocat. Ça, c'est un bon conseil.